France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est votre rendez-vous de fin d'après-midi sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum LGF jusque 18h30 avec en ce jeudi deux hommes. Enver de Santos, il est avec nous, notre consultant. Salut Enver. Bom dia. Comment ça va? Muito bem. Très bien. Encore? Très bien, très bien. Bon, parfait. Jean-Marc Zébélus, notre expert en immobilier, il est là aussi. Salut Jean-Marc. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bonjour Enver. C'est un plaisir, c'est une première. C'est une première, avec plaisir partagé. Il a voulu nous imposer Hanan, mais compte tenu que le quota féminin était dépassé, donc on a dû apporter un changement à tout cela. Oui, sauf que Hanan nous a lâché à la dernière minute. Non, voilà. Elle n'a pas lâché Hanan. Si, elle nous a lâché à la dernière minute. Elle n'a pas lâché Hanan, je lui ai demandé que le quota était respecté, qu'il fallait respecter un certain quota. Si tu nous entends Hanan, sache que... En fait, Hanan m'a envoyé un petit message en privé en me disant Jean-Marc m'a tellement coupé la parole hier que je ne souhaite pas aujourd'hui venir débattre. Objectif atteint. Voilà. Très bien. Donc alors, le programme, messieurs, pour toi Enver d'abord. Ton avis tranché. Écoute, mon avis tranché va porter sur l'accessibilité donc à notre monde, aux personnes à mobilité réduite, handicap divers. Très bien. Ton coup de cœur. Mon coup de cœur... Qui a fait débat d'ailleurs au sein de l'équipe. Écoute, c'est sur Rafi Karabat. Ouais. C'est un champion handisport. Et je voudrais lui tirer mon chapeau pour son combat parce que c'est pas facile tous les jours et que vraiment c'est un gamin super courageux. Je le connais depuis depuis qu'il est tout petit et aujourd'hui c'est devenu un homme et enfin voilà et il se bat tous les jours avec sa situation de handicap. Il souffre du spina bifida et voilà, c'est un grand sportif et j'espère le voir aux prochains Jeux Olympiques. Qu'est-ce que c'est cette maladie? Le spina bifida, c'est une maladie qui fait malheureusement en sorte que le coccyx, ou plutôt la fin de la colonne vertébrale, est séparée en deux, ce qui crée justement l'impossibilité en fait d'avoir une mobilité des parties inférieures, en fait des membres inférieurs. D'accord. On en saura plus tout à l'heure dans son coup de cœur. Avis tranché de Zébélus. Alors mon avis tranché va porter sur la pauvreté en France et mon coup de cœur ce sera une nouvelle mesure, une nouvelle loi qui permettra justement aux personnes porteuses du VIH ou de l'hépatite, ils pourront bénéficier de soins funéraires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Très bien. Alors au programme messieurs, avec vous chers amis auditeurs, auditrices, en vacances ou pas d'ailleurs, on va pouvoir évoquer avec vous, vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000 comme d'habitude via le hashtag LGF officiel sur Twitter, via aussi le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Parmi les sujets de discussion aujourd'hui, aux États-Unis, Donald Trump qui menace son propre camp pour tenter de sauver l'une de ses promesses. Le président avait assuré qu'il ferait sauter l'Obamacare en quelques mois. Ce projet est désormais quasiment enterré. Et puis nous parlerons du Maroc avec le mouvement de protestation dans la région du Rif qui maintient son appel à la manifestation aujourd'hui malgré son interdiction par les autorités marocaines. Et un petit sujet de société. Moi, je commence personnellement à être fatigué dans ce pays. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois qu'une association et qu'un lobby intervient, on souhaite procéder à une interdiction. La dernière en date, c'est l'interdiction de fumer sur les plages. Oui, je sais, ça nous concerne. On part en vacances, on va pour beaucoup d'entre nous aller aux abords de la Méditerranée, de l'océan Atlantique, que sais-je encore, des Caraïbes pour les plus chanceux. En tout cas, en France, on souhaite procéder à l'interdiction de fumer sur les plages. Qu'en pensez-vous? Moi, ça m'agace. Vous pourrez en tout cas nous appeler pour nous le dire et on demandera l'avis de nos deux chroniqueurs aujourd'hui que sont Enver et Jean-Marc Zébélus. Pour ce qui est de notre coup de cœur, c'est un titre bien été pour le coup et c'est d'ailleurs le titre le plus écouté en ce moment sur YouTube. Des records de vues pour Luis Alfonso avec Expedito. Ah ça c'est bon ça. Vous allez voir, c'est de chez toi un peu Jean-Marc d'ailleurs hein. C'est du reggaeton. Du reggaeton, ouais. Ouais, c'est de la Caraïbe, l'Amérique du Sud, tout à fait. Allez, on écoute, on déguste devant métissage de musique. Devant un petit verre de mojito sans alcool évidemment. Et puis un petit cigare pour ceux qui fument. Il n'y a pas à dire, les Caraïbains sont vraiment les meilleurs. Tout à fait, j'approuve et je valide. Et je confirme. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Vous savez, quand je suis allé en République Dominicaine à plusieurs reprises. Mais sur les plages, là, quand tu te baignes dans la mer des Caraïbes, t'as même pas besoin de te mouiller quoi que ce soit. Tu rentres, tu te croirais dans le bain tellement l'eau est chaude, elle est transparente, elle est belle. Bon, tu arrêtes de rêver. Puis dans la Caraïbe, on a deux mers. On a la mer des Caraïbes et la mer Atlantique. Ouais, excuse-moi, je préfère la mer des Caraïbes perso. Non, mais dans la mer Atlantique, la différence avec la mer Atlantique, c'est qu'on a un peu moins de profondeur.
Et la mer des Caraïbes, par contre, ça descend pas mal, quoi. Quand Au on fait final, 1 on aime mètre, le soleil. voilà, on aime Ouais, le mais alors soleil. attends, c'est plongée le sous-marine. Plongée sous-marine dans la mer des Caraïbes, mon petit gars, c'est un spectacle du jamais vu. Ah, non, mais bien sûr, et puis faire des croisières sur les différentes îles, ça coûte pas très cher. D'ailleurs, je conseille aux éditeurs Eh ben, je vais le faire. qui n'ont pas beaucoup de moyens que vous irez en Martinique ou en Guadeloupe Ouais. de janvier jusqu'à avril. Oui, Vous pouvez avoir pour 170 € sur un gros bateau de croisière. un catamaran. Non, un gros bateau de croisière pour 170 € qui peut vous faire pas mal d'îles pour une semaine. Tout la demi-pension compris et tout, mais c'est seulement entre janvier et jusqu'au mois d'avril. C'est bon, je valide, je prends. Bah, je ouais. t'en prie. Ouais, voilà. Les îles Grenadines, tout ça? À tout. Ah ouais. Tu peux aller jusqu'à Miami. En fait, c'est pas loin tout ça, 1000 km entre les côtes de Miami. Qu'est-ce qu'on fout encore à Paris en VR, hein, on se demande. Hein. Écoute, moi je dis vive les latinos, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, t'as raison. Bon, après cette séquence d'évasion et de rêve, mais on y a le droit en tout cas, c'est encore gratuit. On va se retrouver dans un instant pour parler de quoi? D'un truc qui fait beaucoup moins rêver, c'est Donald Trump. Oui, ça se passe aux États-Unis. Oui, il est président des États-Unis. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Jean-Marc Zébélus, notre expert en immobilier, notre consultant Enver de Santos. Voilà. Oui, il y a du Portugal, il y a du angolais, ouais, c'est angolais? Sim, signor. Ouais, angolais. Tout à fait. Martiniquais, voilà, France Maghreb 2 en mode international. C'est ça qui est magique. 01... Et toi, t'es du Loiret, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, C'est beau le Loiret. Alors, c'est beau le Loiret. Ouais, c'est magnifique, bien sûr. Magnifique. On y trouve des pécores, des pecnos, mais sinon tout va bien. Appelez vous qui êtes d'Orléans. Vous vous faites insulter Oui, gratuitement les gens du par Loiret, Zébélus. Non, Orléans, Oui, c'est oui. pas des pecnos, c'est ton coin. Non, mais ton c'est de Loiret, petit coin, c'est de Loiret, ton petit mon pote. village de 200 habitants là-bas. J'y connais, j'y ai séjourné. Et c'est quoi la spécialité? Ramasser des patates, Pas du ramasser tout. des oignons, Non. La spécialité de Montargis, là où je suis né, manger c'est des gardons frits, des avec pralines de la mazées. farine. Ah. les pralines. Ouais, mais Ah, ça c'est la disquette, ça. Et il y a du miel aussi, du gâteau. Ouais, mais vas-y, mais arrête. Tu vas là-bas en été, tu t'éclates, c'est sûr. En hiver, tu meurs. Mais tu t'éclates pendant combien de temps? 1 heure, 2 heures? En fait, tu fais du vélo, tu fais de la marche. Bon, t'es pas proche de la nature, t'es proche des champs, mais sinon tout va bien. La première question est la suivante, c'est à partir de combien de temps tu fais une dépression? Non, ça va en été, c'est Ah plutôt bah ça vers va, l'hiver. Tu peux Ah. aller à la pêche, tu peux faire des marches, des randonnées, tu peux faire du vélo. Il y a pas mal de petites des balades en forêt. Bon, bah, à certaines périodes, de ramasser les champignons. Amis du Loiret, réveillez-vous. Oui, appelez-le Zébélus, parce qu'il s'en donne un cœur joie là. 01 40 33 9000. Vous êtes d'Orléans, vous êtes Non, Orléans, à ça côté- n'a rien à voir à avec ton côté patelin. d'Orléans. Je parle de ton patelin. Orléans, c'est une ville Beaugency, magnifique. vous êtes voilà. Orléans, Ouais. c'est une ville magnifique. Oui. Comment il brosse dans le sens du poil, c'est un truc de ouf. J'étais à la bonne école avec toi. Bon, je vois qu'il est en forme, c'est très bien. Alors, 01 40 33 9000 pour parler de notre premier sujet, messieurs dames, notamment pour parler des États-Unis. C'était l'une des promesses phares de sa campagne présidentielle aux États-Unis. Donald Trump tente le tout pour le tout afin d'abroger l'Obamacare, la fameuse loi santé par son prédécesseur. Faute de majorité au Sénat, cette abrogation en effet est renvoyée à un futur très incertain. C'est pourquoi le président américain a convoqué hier les sénateurs républicains à la Maison-Blanche pour la passer à savon, exiger des solutions. Il n'était pas de très bonne humeur visiblement et a sermonné ses invités, leur reprochant de ne pas tenir la promesse qu'ils ont faite aux Américains. Écoutez un extrait. Il les a. On écoute donc Donald Trump. L'inaction n'est pas une option et franchement je pense que nous ne devrions pas quitter Washington tant que nous n'avons pas un plan qui puisse offrir aux gens une bonne couverture médicale. Alors, Trump menace les sénateurs de les priver de leurs vacances d'août s'ils ne trouvent pas un nouveau projet. Rapidement, c'est ce qu'il a rappelé, martelé hier. Nous devons abroger et remplacer l'Obamacare. Nous pouvons l'abroger, mais le mieux est d'abroger et remplacer. Abroger et remplacer, donc Trump a de nouveau changé d'avis. Donc mardi, il voulait laisser la loi d'Obama mourir sous son propre poids. Lundi, il recommandait son abrogation pure et simple, sans remplacement évidemment immédiat. Il veut maintenant l'abrogation et le remplacement en même temps. Voilà, tous les jours un nouveau chapitre chez Donald Trump.
il menace des sénateurs de leur priver de vacances du mois d'août. Est-ce que vous y comprenez quelque chose avec Donald Trump? Le fonctionnement de l'homme, il est bien compliqué. Hein. En fait, quand on suit un petit peu, on a suivi un petit peu Donald Trump, je m'y suis intéressé déjà par rapport à... C'est un promoteur immobilier, notamment dans le domaine hôtelier. J'avais suivi à une certaine époque un petit peu ce qu'il faisait. Et quand on écoute un peu on voit un peu son programme, on l'écoute un petit peu, on peut comprendre ce qu'il dit aujourd'hui, c'est tout à fait en phase avec le personnage, avec son idéologie. Il pense en fait porter un coup aux démocrates avant tout. Pour lui, c'est ça en fait. C'est faire en sorte de minimiser l'intervention, de minimiser ce qu'a fait les démocrates dans le paysage politique américain. Donc en sanctionnant ça, il se dit en fait on attaque les démocrates. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines personnes de son parti qui ne sont pas tout à fait d'accord et qui partagent pas son avis, mais le chantage qu'il leur fait, c'est concernant les élections législatives de novembre 2018. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un maximum de républicains pour renforcer, pour asseoir justement sa politique qui est une politique impérialiste, capitaliste et qui n'a rien de social, et c'est une politique faite que pour les riches et qui consiste à toujours faire des riches encore des plus riches, sachant que cette loi avait déjà été dénuée de toute sa substance par rapport à ce que voulait faire le président Obama, qui a dû justement faire certaines concessions pour que cette loi puisse aboutir, mais en fait, au final, on a une loi qui ne ressemble pas du tout à ce qu'elle devait être à l'origine, une loi qui correspond pas aux promesses électorales du président Obama. Envers, est-ce que tu partages l'avis et quel est ton avis justement sur le sulfureux Donald Trump? Eh bien, pour ma part, je ne suis définitivement pas un grand fan d'Obama, mais il y a une réalité, et j'appuie totalement ce que Jean-Marc vient de dire, c'est que tu as un homme qui veut empêcher près de 32 millions d'Américains, simplement parce qu'il veut faire de l'opposition, simplement parce qu'il veut montrer qu'il a des muscles, qu'il est capitaliste, empêcher que ces gens puissent se soigner. Et la réalité de l'Obamacare, qui est simplement une loi de protection de santé pour les personnes les plus désavantagées de notre société, qu'elles puissent être couvertes en termes d'assurance, parce que quand tu vas aux États-Unis, si t'es malade, si t'as pas d'assurance, c'est la fin du monde, et que les plus pauvres n'ont pas d'assurance. Et lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement retirer ça sous prétexte que Obama, c'est Obama et que les démocrates sont les démocrates. Mais si tu vas plus loin encore, cet homme est dangereux, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde. Parce que ce qu'il essaye de mettre en place, c'est un système qui servirait de modèle, que beaucoup d'autres pays vont vouloir reproduire. Ça peut être la France demain, parce qu'on a tendance un peu en France à prendre modèle sur les Allemands, sur les Anglais, sur les Américains, et oublier notre côté social. Voilà, donc... Moi, je pense que cet homme est dangereux. Il a qu'à l'enlever l'Obamacare, et puis après, les gens se rendront compte de leur erreur en ayant voté pour ce fou. Ouais. Cela dit, c'est un homme aussi qui est pas franchement fiable, parce que on l'a vu, il change d'avis quasiment tous les jours. Un coup l'abrogation, un coup on laisse mourir tout seul, et puis là aujourd'hui abrogation et changement. Et les sénateurs n'en peuvent plus. Hier, on voyait les images, je sais pas si vous les avez vues, mais les sénateurs sont extrêmement fatigués de travailler avec lui, quoi. Il devient extrêmement compliqué quand on y rajoute que cet homme à qui on a recommandé de laisser son téléphone personnel pour qu'il arrête de tweeter, parce que ce mec-là ne dort pas, faut le savoir, il fait que tweeter toute la nuit. Non, il tweet, il continue de tweeter avec son téléphone. C'est ça, quand voilà. tu mets en place au pouvoir du pays le plus puissant du monde un mec de la télé-réalité, parce que c'est juste ça. Oui, c'est ça, c'est un mec de la télé-réalité à la base. Ouais. T'avais Ronald Reagan qui était comédien, certes, voilà, mais il y avait certaines valeurs. Je suis pas en train de dire que je suis pro Reagan, loin de là, mais le mec n'était pas là simplement pour montrer son visage et montrer qu'il était comédien. Ouais. Là, t'as un mec qui joue sur les mots simplement pour faire du buzz. Demain, je suis sûr, si ça peut lui rapporter un buzz incroyable de déclencher une guerre mondiale, il le fera, quoi. Mais oui, c'est vrai, je partage un peu ce que dit Anvers, mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que les Américains ce sont des patriotards, c'est-à-dire des patriotes à l'excès. Ouais. Et à un moment donné, avec Obama, cette image impérialiste, dominateur, leader du monde, s'était un petit peu effritée, et que les Américains ont cherché à élire Donald Trump
enfin c'est par rapport à ça justement, redorer l'image, le blason américain, où les Américains sont vraiment très fiers de cela. Et aujourd'hui, on se rend compte que il attaque la politique sociale, la politique intérieure du pays, et que notamment quand il avait dit qu'il allait obliger BMW il avait remis en question BMW, où en Caroline on lui a rappelé que la plus grande chaîne de fabrique de BMW c'était bien en Amérique, donc il s'est ravisé. Ensuite il avait promis aux gens qui étaient dans les mines de réouvrir les mines de charbon, et on lui avait démontré que c'était pas la peine, que ça valait pas le coup, etc. Donc c'est la politique de boutiquier. Exactement. Mais je pense qu'à un moment donné le peuple américain sera pas dupe et finira par se réveiller, et je dirais surtout que on a le président, le gouverneur qu'on mérite. Oui, alors toujours aux États-Unis, pour être complet là-dessus, bien sachez que Donald Trump Jr. lui sera entendu à son tour par le Sénat dans l'affaire des ingérences du Kremlin dans la dernière campagne présidentielle. C'est une rencontre controversée avec des avocates russes pendant cette campagne qui interroge donc la commission d'enquête chargée du dossier. Donald Trump Jr. et l'ex-directeur de campagne de son père tentaient d'obtenir des informations compromettantes donc sur Hillary Clinton. Je sais pas ce que ça va donner, mais est-ce que ça... La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ouais. Mais il risque d'être impeach. Hein. Attention, c'est pas fini. Hein. Tu crois? C'est pas fini. La destitution? Ben oui, pour moins que ça. Il y a des présidents qui ont dû démissionner. Il y a eu des procédures comme Nixon, mais oui, mais ils ont dû démissionner plutôt que d'être impeach. Et là, c'est quand même du très sérieux. Et il faut savoir que la Russie, c'est l'ennemi déclaré des Américains. C'est-à-dire que si vous êtes en Amérique et que vous vous déclarez comme étant communiste, vous allez avoir de très graves problèmes. Ouais. C'est interdit le communisme aux États-Unis. Donc il faut s'attendre peut-être à ce que cet homme ne finisse pas son mandat. Mais ça va être très compliqué pour qu'il termine son mandat, et d'autre part, je pense qu'il est en train de faire des coups d'épée dans l'eau pour essayer soi-disant de ramener, parce que c'est surtout les lobbies qui sont derrière de l'armement pharmaceutique, de l'industrie chimique et tout et compagnie. C'est surtout eux qui ont financé la campagne, c'est surtout eux qui font en fait l'appui, le beau temps aux États-Unis, et que là il est en train d'essayer quelque part de regagner soi-disant la confiance de tous ces gens, peut-être en faisant des guerres à droite à gauche, en permettant qu'il y ait qu'on ait toujours une écologie sale, etc. Parce que derrière tout ça, c'est le pouvoir de l'argent. Mais après, tu sais, la réalité, elle est également là. Moi, je travaille également dans la communication politique, et on l'a vu avec de nombreux dirigeants, lorsque ils sont dans ces situations où ils risquent de se faire démissionner. La plupart du temps, l'esquive, c'est d'organiser un conflit à travers le monde. Et là, c'est pas un petit pays, ce sont les États-Unis avec un psychopathe à bord. Ça a déjà commencé, il a commencé à mettre les mines, donc à travers le dossier Iran, Qatar, Arabie Saoudite, et et Syrie. Et là où je pense qu'il finira son mandat, parce que le gars va déclencher une guerre pour ne pas être justement en procédure d'impeachment. C'est vraiment le gars va déclencher une guerre, j'en suis persuadé. Mais oui, c'est pas faux. C'est pas improbable. Hein. C'est pas improbable. Mais le souci, c'est que les Américains, quand ils déclenchent des guerres, c'est souvent à plus de 10 000 km de chez eux. Ouais, là malheureusement avec la situation la Corée du Nord, mondiale, il va s'y frotter ou pas? Non. Il n'osera pas. Il n'osera pas parce que là, nous avons la Chine, la proximité de la Chine, nous avons la Russie. On a un autre psychopathe qui a déclenché la guerre nucléaire. Et le Pakistan va s'allier forcément à ces gens. Alors c'est quoi? Ça va être l'Iran? Non. C'est possible. C'est l'Iran, non, je pense pas. J'espère pas. Non, il y a la Russie avec l'Iran, c'est pas possible. Et s'il y a la Russie, il y a la Chine. Non, ça aurait été déjà fait depuis bien longtemps. Il va peut-être pas créer une guerre telle qu'on a connue, mais en tout cas, il va créer des dissensions énormes qui auront des répercussions économiques très graves. Ce que je veux dire, c'est que le gars n'est pas logique. Il n'est pas dans la logique du politique habituel. Le mec n'est pas logique du tout. Donc, tu peux pas procéder en termes d'analyse, je dirais, classique. Ce que d'autres présidents, dirigeants ne feraient pas, lui, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Moi, sincèrement, je mettrais pas je mettrais pas ma main à couper ça ne va pas. En fait, le Congrès a quand même un pouvoir très important aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui
pas mal de fois justement a pondéré ses réactions, ses objectifs et ses ambitions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Trump, qui en fait fait un peu de bruit, qui n'arrête pas d'aboyer, mais en fait ça n'ira pas, je pense, toujours très très loin, sauf à déclencher peut-être une guerre. Là, les Américains, pour X prétexte, vont certainement s'allier derrière lui. Mais là, faut savoir que l'Amérique d'en bas en a marre, et l'Amérique d'en bas crée une chose, c'est que les Américains redeviennent les gens les plus détestés dans le monde. Mais t'as pas l'impression que c'est l'Amérique d'en bas justement qui a voté pour Trump? C'est l'Amérique d'en bas qui a... Christophe. En fait, comme c'est un suffrage indirect, c'est très compliqué parce que Hillary concrètement a eu plus de votes en sa faveur. Ouais. Mais vu le système des grands électeurs, c'est lui qui passe. Donc c'est toujours le pouvoir des lobbying, le pouvoir de l'argent, le découpage très bizarroïde des différents États qui n'ont pas des représentants par rapport à la surface, par rapport à la population, pour X raisons économiques et tout, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui seront à remettre en question, mais je pense que Trump n'ira pas très loin. Alors, on en reparlera évidemment avec vous au 01 40 33 9000 si vous le souhaitez, bien sûr, pour intervenir sur les États-Unis. Vous êtes les bienvenus sur Trump et sur cet homme que beaucoup disent envers le premier, un homme dangereux. On va passer maintenant, si vous voulez bien, au zapping. Et là, on va quitter les États-Unis pour venir en France avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, effectivement, puisque c'est la première crise ouverte du quinquennat d'Emmanuel Macron, le chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers, a démissionné, vous le savez, hier matin, après plusieurs jours de tension avec le président de la République. Au cœur du problème, la baisse annoncée du budget des armées, moins 850 millions d'euros, baisse imposée par Emmanuel Macron et refusée par le général de Villiers. Et il a aussitôt été remplacé par un autre général, le général François Lecointre, qui était jusqu'à présent chef du cabinet militaire du Premier ministre Édouard Philippe. Alors, en marche d'un déplacement sur le Tour de France à Serre-Chevalier dans les Alpes, Emmanuel Macron est revenu sur cette démission et il a défendu son choix. Écoutez. Je veux rendre hommage au général de Villiers, qui est un militaire de grande qualité et qui a servi avec responsabilité et dignité l'État pendant plusieurs années. J'ai pris des décisions sur le plan budgétaire qui font qu'en 2018, il y aura l'augmentation budgétaire la plus importante sur les 15 dernières années. Donc, je suis derrière nos soldats, je veux leur dire, derrière les troupes, leurs familles, et l'État est pleinement engagé. Je pense que les armées peuvent être très fiers du chef d'état-major qui a été nommé ce matin en Conseil des ministres, général Lecointre, qui est un héros militaire, comme il y en a peu. Et il aura non pas un budget à défendre, parce que ça n'est pas le rôle du chef d'état-major, c'est le rôle de la ministre des Armées. Il aura des troupes à conduire, des opérations à mener, une stratégie, des capacités à défendre et à proposer au chef des armées qui est le président de la République. C'est comme ça que la République fonctionne bien. Voilà, il s'est donc exprimé en marge d'un déplacement pour le Tour de France. À Istres, à Saint-Chevalier. C'est pas du côté de non, déclaration. Istres, c'est aujourd'hui, mon cher ami. Oui, c'est aujourd'hui, ouais. c'est ça. Il a fait une déclaration d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, absolument. Oui, il a intronisé il essaie de calmer la fronde au sein de l'armée, tout simplement. Oui, mais c'est ce que je disais hier sous cette entente. D'ailleurs, on s'est un petit peu chauffé avec Anan. Je disais que c'est pas le rôle de général. Il y a un ministère des armées. C'est justement à lui justement de défendre un budget ou pas. Et je pense que aujourd'hui, dans l'intérêt de la France, de l'unité nationale et des différentes institutions, il faut que les choses se calment et chacun reste à sa place. Envers, est-ce que tu partages l'avis de Jean-Marc ou pas exactement. Pour moi, le problème, bien sûr qu'il y a un ministère de la Défense qui est chargé de discuter du budget, mais je pense que ça n'est pas trop le problème. Je pense que c'est dans la forme. Le président de la République ne peut pas parler comme ça d'une déclaration en off du chef des armées. Et il peut pas l'humilier en quelque sorte comme ça devant tout le monde. J'ai eu l'occasion de participer au CNC, à l'école militaire. J'ai rencontré de nombreux militaires, sous-gradés et haut-gradés. Et il y a cette espèce de fierté justement à défendre le drapeau français. Donc ces gens, quand ils parlent de certaines choses, notamment justement en off,
ils savent de quoi ils parlent. Alors peut-être qu'il aurait pu le recadrer en aparté. Le truc, c'est que ça a fuité, donc il était obligé de le faire en public. Je pense que dans la forme, après, bon, c'est le président de la République, il y a une légitimité dans les déclarations, mais je pense vraiment que dans la forme, il aurait pu faire et il aurait dû faire autrement. Enfin, je partage pas l'avis d'Anvers dans la mesure où déjà l'armée, c'est un corps qui s'appelle la Grande Muette. Ça veut dire que ce sont des militaires, ils n'ont pas à s'ingérer en ce qui concerne les budgets de l'État, le fonctionnement de l'État, et d'autre part que celui qui a commencé les hostilités, qui est sorti de son cadre, de sa réserve en tant que fonctionnaire, et encore 2 fois plus important chez les militaires, c'est certainement le général de Villiers. Et qui est parti. Maintenant, on va pas rentrer dans les détails, mais ça reste quand même réaliste, ce monsieur, et que l'armée, à un moment donné, doit rester dans son cadre, sinon on va se retrouver dans une situation qui est ingérable, et ça va se passer comme dans certaines républiques bananières, où l'armée risque à ce moment-là aussi de prendre le pouvoir. Je pense qu'à un moment donné, il faut un stop. Alors que sur la forme, que les choses n'ont pas été faites de façon orthodoxe, oui, je le conçois, mais je pense que le premier qui est sorti du cadre de son rôle, c'est bien ce général, car il y a un ministre des armées qui, c'est son rôle justement de pouvoir défendre le budget. Justement, mais est-ce que erreur vaut humiliation? Je ne suis pas sûr. Après, effectivement, on l'appelle la Grande Muette, mais c'est pas un titre officiel. C'est parce que justement, il y a le devoir de réserve de l'armée. Un principe républicain. Bien sûr, c'est un principe républicain, certes, mais la réalité, elle est que les souffrances, par exemple, à chaque fois qu'il y a eu des souffrances exprimées par les militaires, ça s'est fait notamment à travers les retraités militaires, à travers les femmes des militaires, ce genre de choses. Bon, ce ne sont pas des robots. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le principe que, voilà, l'armée doit rester à sa place et le chef des armées est le président de la République. Mais là encore, je persiste et signe, il y a des manières peut-être parce que je trouve qu'il y a... Il est paru quand même assez autoritaire. Voilà, Mais il faut, parce que depuis le général de Gaulle, c'est l'armée faisait l'appui et le bon temps sur les interventions, sur pas mal de choses. Donc, à un moment donné, il l'avait déjà dit. Je pense qu'il faut recadrer les choses et il faut repartir sur de bonnes bases pour qu'à l'avenir on n'ait pas affaire à ce type de choses, parce que les Français ont d'autres préoccupations que celui-là. En tout cas, son premier accroc peut-être dans son quinquennat n'a pas échappé à l'opposition, de droite comme de gauche. Les Républicains dénoncent la dérive d'un pouvoir personnel. Pour le Front National, Marine Le Pen estime que cet épisode illustre ce qu'elle appelle les limites très inquiétantes de Monsieur Macron. Quant au chef du groupe Nouvelle Gauche, ex-socialiste à l'Assemblée nationale, Olivier Faure, il a interpellé hier le Premier ministre Édouard Philippe lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Olivier Faure qui parle d'autoritarisme. Écoutez. Les recadrages, l'humiliation volontaire du chef d'état-major au lendemain de son intervention devant notre commission de la Défense est aussi une violation des droits du Parlement. Le message ainsi adressé par le chef de l'État à tous ceux qui viendront devant notre Assemblée est limpide. Silence dans les rangs. Et ce message est forcément incompatible avec les missions de contrôle du Parlement. Même Jupiter devrait savoir distinguer l'autorité louable de l'autoritarisme, indécente jouissance d'un pouvoir personnel. Attaque fort quand même de Olivier Faure, donc de député Nouvelle Gauche devant l'Assemblée nationale. Jean-Marc, je suis sûr que t'es pas content là. Non, c'est pas une question que je suis pas content. Ces gens, quand ils sont dans les positions, ils ont toujours quelque chose à dire. Bah oui, heureusement. Ils ont toujours quelque chose à dire. Non, mais à un moment donné, il faut que ce soit constructif. Qu'il y ait une opposition quand même. Je pense qu'il faut que ce soit constructif. Je veux dire, là, il y a même pas d'opposition à avoir. Le président, c'est le chef des armées. Il a fait savoir ce qu'ont pas fait ses prédécesseurs. Et le premier qui est parti au Parlement, qui a utilisé des mots qui sont pas dignes d'un général,
d'un général à ce plus haut niveau en employant un certain mot. Bon, on l'a répété assez hier, on va le répéter aujourd'hui. Je pense qu'il y a une certaine tenue à avoir. Et il faut savoir une chose, mais il faut savoir où on est quand on dit les choses. C'est pas du off quand on est en public. On peut pas, aujourd'hui, avec les téléphones, avec toutes les moyens numériques, il n'y a plus rien de off quand on va dans une assemblée. Mais je persiste et signe. À un moment donné, il faut arrêter cette hypocrisie de se dire, parce qu'on est à l'Assemblée nationale, faut contrôler son langage, etc. On est humain. Après, on a effectivement des charges, on a nos devoirs, il y a une tenue à avoir, mais là, on est en off. Il y a eu la fuite. Moi, je suis pas sûr que s'il n'y a pas de fuite, le président réagit pas. Donc je suis pas en train de dire non, parce qu'il aurait recadré en off. Mais la réalité, c'est que voilà, je vais donner un exemple très concret. Quand j'ai discuté justement à l'USCDH, l'Institut des hautes études, justement de la défense nationale. De la défense nationale. Tu discutes avec des militaires, ils te parlent justement, par exemple, voilà, y a-t-il une possibilité pour que le service militaire reprenne? Ils te disent clairement, c'est trop cher. C'est trop cher, il y a pas de possibilité. Après, ça, c'est leur discours à eux. C'est un discours au cours, voilà, de discussions comme ça, voilà, directement. Mais est-ce qu'ils pourraient le dire, voilà, non, c'est trop cher, etc. Ils pourront pas obtenir ce discours, mais c'est une réalité. Donc, est-ce que ces gens-là, qui me tiennent ce discours-là, est-ce qu'ils sont sanctionnables? Moi, je suis pas sûr. Alors, je suis pas sûr. Il faut savoir une chose. Chez les militaires, j'ai fait un petit peu l'armée et j'ai prolongé un petit peu. En tant que sous-officier, j'ai fini, je crois, sergent. Chez les militaires, il y a toujours une volonté de professionnaliser l'armée. Et d'avoir à faire qu'à des professionnels. C'est plus facile à gérer, c'est plus facile à recadrer, c'est plus facile à maîtriser et c'est plus facile d'avoir une main mise sur le corps. Bon, alors, dans un instant, ensuite de ce zapping, on va parler de tout à fait autre chose. On va parler des arnaques des appartements à louer durant l'été, parce que les gens préfèrent maintenant aller au moins cher, forcément, sur Internet, préférant des appartements à bas prix plutôt que des hôtels. Mais évidemment, il y a des arnaques. C'était l'un des sujets du journal de France 2 hier soir. Et on parlera aussi, on parlait de off justement, un discours qui aurait dû rester en off. C'est Netanyahou en Hongrie qui a sévèrement critiqué l'Union européenne. Et puis l'avis tranché de Enver de Santos à retrouver dans quelques instants. Restez bien avec nous avant que l'on parle aussi du Maroc et de cette grosse manifestation dans le Rif aujourd'hui. Le grand forum, messieurs dames, jusque 18h30 avec Enver de Santos, notre consultant, monsieur Zébélus Jean-Marc, notre expert en immobilier sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum. Vos appels 01 40 33 9000. On peut intercepter à n'importe quel moment des appels. Et bien sûr, via le hashtag Twitter LGF officiel, mais aussi le mobile répondeur. N'hésitez pas à y laisser votre message 24h sur 24 06 18 21 56 41. Alors, dans le journal de 20h hier soir, France 2 a diffusé un reportage sur les nouvelles formes d'habitat pendant les vacances. Désormais, les Français veulent de moins en moins dépenser. On peut les comprendre et optent pour les locations sur Internet, donc préférant les locations à bas prix aux hôtels. Les offres qui cassent les prix sont de plus en plus nombreuses, mais parfois il faut savoir se méfier car les arnaques sont évidemment nombreuses. Écoutez. Un accueil simple, sans tromperie. Mais parfois l'expérience du bas coût s'avère décevante. Il y a 2 ans, Camila Rokova pensait avoir trouvé l'offre idéale pour passer un week-end à Strasbourg. Sur l'annonce, la chambre semble en bon état, mais la réalité s'avère bien différente. Mauvaise surprise, il y en avait plusieurs. Déjà du coup le lit. Pas une literie double comme annoncé, mais un lit une place. Des draps et des thés d'oreiller manquants. Et après par terre, pareil, il y avait des cheveux, le sol était sale. Et on était vraiment mécontents, c'était pas agréable de devoir passer la nuit là-dedans. En plus, vraiment, on a très mal dormi. La jeune femme a contacté la plateforme de réservation qui a obligé le propriétaire à lui rembourser la moitié de ses frais. L'an passé en France, les locations entre particuliers ont progressé de 30%. Voilà pour ce qui est des locations à bas prix. Méfiez-vous des arnaques. Je sais pas si vous avez peut-être eu affaire à ce type de logement que l'on loue sur Internet. C'est vrai que des sites qui se sont spécialisés dans la location à bas prix
on peut parfois être extrêmement déçu. D'ailleurs, surtout ceux qui vous demandent des chèques avant de signer un contrat, il faut surtout pas, hein, évidemment. Alors le chèque, on peut avoir un moyen de l'annuler, de faire opposition, etc. Mais en fait, ça a toujours existé, ce type d'arnaque. Beaucoup de gens profitent de ça, en fait, de la misère des gens, parce que c'est souvent des gens qui ont peu de moyens et qui essayent de trouver le moins cher. Et ce système, je pense que il devrait être réglementé. Et en fait, on a essayé d'instaurer un permis de louer. Sur certaines, il y a une loi qui est passée, il y a certaines agglomérations qui l'appliquent, justement pour pouvoir mettre son bien en location, que ce soit de façon saisonnière ou de façon continue. On doit avoir un permis de louer, c'est-à-dire que le logement doit présenter certaines caractéristiques de décence. Mais toutes les villes n'appliquent pas forcément cela. En fait, et puis aussi derrière cette loi, ça permet aussi d'avoir un contrôle fiscal sur les différents propriétaires. Donc, il faut toujours que les gens fassent attention à qui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'appartement, qui ont rien à louer, qui proposent, c'est facile sur Internet, de mettre des belles photos, de mettre des choses, et puis quand on arrive, alors soit il y a rien, ou soit on arrive dans quelque chose qui correspond pas du tout. Ensuite, quand il faut porter plainte, se retourner en justice, ces gens souvent ont peu de moyens parce que ils se font avoir, on va dire, pour 1000 euros, 1500 euros, constituer avocat, porter plainte, toute une procédure, ce qui va coûter 2 fois plus cher de la somme qu'ils vont récupérer. Et encore faut-il identifier, retrouver la personne qui est à l'origine, qui va demander une estimation de tout cela. Ça coûte de l'argent. Alors souvent les gens préfèrent ne pas porter plainte, baisser les bras, ne pas donner de suite, et ce qui est un petit peu dommageable. C'est le serpent en fait qui se mord la queue. Envers, sur les locations, bon, je sais pas si je connais un peu le business, mais c'est pour moi, ça renvoie tout simplement à la question de la crise du logement. C'est global. Parce que d'un côté, voilà, t'as les loueurs privés, les particuliers qui vont organiser ce genre d'arnaque, et de l'autre côté, t'as l'État à qui on demande de construire un tas de logements sociaux ou autres, ou de moyenne classe et autres, mais qui n'arrivent pas à répartir justement les demandes et à répondre aux demandes. Ça devient du grand n'importe quoi. Oui, bien sûr. C'est vraiment, pour moi, le problème se rejoint tout simplement la crise du logement, parce que c'est ce que disait Jean-Marc, la plupart du temps, les gens qui se font arnaquer, ce sont les personnes qui sont en détresse, qui ont de très très peu de moyens, et qui justement sont prêts à l'extrême, justement, facilité justement, pour pouvoir s'en sortir. C'est aussi simple que ça. Alors pour finir ce zapping, messieurs dames, eh bien on va en parler maintenant de celui qui était à Paris, et qui est d'ailleurs qui était une visite très contestable, on peut en parler. C'est Netanyahou, qui était à Paris, vous le savez, à l'occasion des commémorations du 75e anniversaire de la Ralph du Veldiv. Il est parti ensuite en Hongrie, à Budapest, où il a tenu des propos sur l'Union européenne, des propos qui auraient dû rester hors micro, et pour cause. Écoutez. À Budapest, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontrait ce mercredi les dirigeants hongrois, tchèques, polonais et slovaques. Une réunion au cours de laquelle il a vivement critiqué l'attitude de l'Union européenne à l'égard de l'État hébreu. Ces propos tenus en privé semblent avoir été retransmis accidentellement à l'extérieur de la salle. L'Union européenne est la seule association de pays au monde qui conditionne ses relations avec Israël. C'est insensé, absolument insensé. Et je ne parle pas de mes intérêts, des intérêts d'Israël, je parle des intérêts de l'Europe. Soutenu par le Premier ministre hongrois Viktor Orban et ses homologues d'Europe de l'Est, Benjamin Netanyahou a qualifié d'anomalie les critiques des Européens. N'affaiblissez pas un pays occidental qui défend les valeurs de l'Europe, les intérêts de l'Europe, et empêche un autre afflux de migrants vers l'Europe. Arrêtez d'affaiblir Israël, soutenez Israël. Voilà, pour des propos qui finalement auraient dû rester en off pour le coup, mais qui se sont retrouvés à être entendus par tous. Donc il critique un peu l'Union européenne pour le coup. Netanyahou il est venu un peu chez les amis, parce que les Hongrois, le Premier ministre hongrois en tout cas est plutôt favorable à Israël, voilà, nationaliste, etc. Donc voilà, pour ce qui est de Netanyahou, rien à déclarer de plus, si ce n'est que voilà, ça ne surprend pas. Il y a pas, et de toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui le off n'existe quasiment pas quand on est dans une assemblée.
Donc ça, déjà, il sait ce qu'il fait, il est pas fou. D'autre part, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'à un moment donné, les gens font entre un dirigeant politique nationaliste, extrémiste, entraîne son pays, prend en otage la population, prend en otage une religion et crée justement, entretient l'antisémitisme justement de par ses positions, car une grande majorité d'Israéliens, je pense qu'ils sont plus que pour la paix que pour aller dans ce sens. Mais on est souvent victime des gens qui nous gouvernent par deux choses, par le fait de leur donner notre vote ou par le fait de ne pas y voter en s'abstenant. Et ça, c'est toujours très grave. Et à un moment donné, il va falloir que le peuple israélien prenne vraiment son destin en main, de manière à ce que dans cette région, on connaisse au moins deux États, au moins on connaisse que les gens soient reconnus dans leur dignité, dans leurs droits, et qu'on arrête de discriminer un peuple. Envers, peut-être un commentaire ? Écoute, là pour une fois, je ne peux que soutenir l'Europe, cette vieille Europe qui justement a un principe humanitaire, en tout cas pour ce qu'il en reste, qui est de défendre les droits de l'homme et du citoyen, de s'opposer justement à un régime qui affaiblit et enclave une population un peu comme si on était à une autre époque, pour ne rien citer d'autre. Donc à un moment donné, franchement, le mécontentement de Benyamin Netanyahou, mais franchement, il peut se le carrer. Où je pense. Bon, très bien. Ça c'est dit, c'est fait. On va passer maintenant à l'avis tranché, le premier de l'après-midi de l'émission, celui d'Envers de Santos. On va parler d'un sujet beaucoup plus intéressant que Netanyahou. Forcément, c'est les handicapés et l'adaptation, c'est ça ? Tout à fait. Le handicap et justement l'accessibilité. L'accessibilité. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et beaucoup évidemment vont se reconnaître parce qu'il y a évidemment beaucoup de handicapés se retrouvent un petit peu dans la difficulté justement dû à un manque d'accessibilité envers. Exactement. Moi, ce qui me frappe en fait, et pourquoi il est très important que pour la 3e fois, parce qu'effectivement ce sujet a déjà été traité sur France Maghreb 2 au Grand Forum, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie. La France, et je dirais même d'autres pays que la France, mais vu qu'on est en France, on va s'y limiter, n'est pas adapté aux personnes qui ont un handicap. Et quel que soit le handicap, je dis bien quel que soit le handicap, que ce soit les personnes malentendantes, les personnes malvoyantes, que ce soit les personnes qui sont en fauteuil roulant, qui ont les personnes âgées, les personnes avec des déficiences, les personnes autistes, la France ne met pas les moyens. Juste une petite anecdote, je me suis retrouvé dans une ville que je ne citerai pas à aider un jeune homme en fauteuil roulant à se relevé parce qu'il n'y avait pas d'accès pour ce fauteuil roulant, il est tombé par terre. Il est tombé par terre et il était en train de monter les escaliers comme si on était dans Game of Thrones alors qu'on est au 21e siècle. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Quand j'entends des familles qui sont obligées d'avoir des établissements en Belgique parce qu'il n'y a rien qui est fait en France, c'est du n'importe quoi. Quand j'apprends également que on refuse de débattre de la question de l'apprentissage du braille ou du langage des signes dans les écoles primaires, parce que justement, c'est trop pour les enfants, tout ça, c'est des conneries. L'accessibilité, si on se limite juste à l'accessibilité des personnes handicapées, il suffit de regarder autour de vous. Quand vous prenez justement une station qui est proche de la station France Maghreb 2 ici, la station Pyrénées, c'est un peu la croix et la bannière pour accéder de la station de métro jusqu'à la sortie. Si on est en fauteuil roulant, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'y penser. Et c'est ça. On a l'impression qu'on est au Moyen-Âge. Rien n'est fait. Il y a Monsieur Macron qui a fait des promesses pendant sa campagne. Il y a une professeure qui a également écrit une lettre justement sur son handicap. C'est Madame Sarah Salmona qui justement a écrit parce qu'elle avait 8 heures d'aide à domicile. Elle se retrouve avec 2h22 par jour. Ces choses-là se généralisent. L'accessibilité n'est pas le seul problème, mais je pense qu'en mettant le point sur l'accessibilité, regardez autour de vous toutes les choses qui sont faites pour permettre les personnes invalides de tout ordre de pouvoir accéder. Rien n'est fait.
rien n'est fait. Et quand je dis rien n'est fait, certes, certains diront que j'exagère, mais avec les moyens que la France a, on n'est pas non plus un pays du tiers-monde, et je m'excuse pour les pays du tiers-monde, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Arrêtons les conneries, donc, selon Envers de Santos, c'est beaucoup aussi. Peut-être que Jean-Marc partage l'avis de Envers sur le manque d'accessibilité pour les personnes handicapées dans ce pays. Je suis tout à fait d'accord. J'ai un fils qui a des déficiences visuelles, qui est malvoyant, et je peux vous dire qu'il a réussi à obtenir son BTS. Mais depuis qu'il a eu son problème, c'est terrible. Il y a des professeurs qui sont payés pour venir lui donner des cours. Il s'est retrouvé à ne pas avoir ses cours, à se démerder tout seul pour pouvoir avoir son BTS. Ils sont payés. Il y a eu l'autorisation, il y a tout. C'est la quoi la bannière, ils sont pas venus, donc on a dû prendre des gens à l'extérieur de façon particulière pour qu'il puisse justement avoir des cours qu'il n'a jamais eu. Donc je pense que ce qu'il dit envers, c'est légitime, et à un moment donné, il va falloir aussi tenir en considération que nous sommes tous susceptibles à un moment donné de devenir ces personnes, de se retrouver dans avoir un handicap quelconque pour X raisons. Vos avis aussi nous intéressent, n'hésitez pas à nous le donner sur le mobile répondeur, entre autres 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Vous êtes peut-être vous confronté à ce type de problématique, vous êtes vous-même handicapé et vous vous avez l'impossibilité de faire certaines choses comme les autres personnes valides finalement. Vous nous adressez, donnez votre témoignage au 06 18 21 56 41 ou en nous appelant aussi au 01 40 33 9000, le numéro de téléphone pour nous joindre, 01 40 33 9000. On va passer maintenant et traverser les mers pour aller au Maroc, messieurs dames, pour parler donc de ce bras de fer qui continue dans la région du Rif entre le pouvoir et les manifestants. Le mouvement Irak qui réclame depuis 9 mois, vous le savez, un meilleur accès aux soins, à l'emploi, à l'éducation et des mesures de développement dans cette zone enclavée du nord du pays. Il réclame également la libération de ces prisonniers. Les autorités ont interdit la manifestation prévue aujourd'hui dans la ville de Al Hoceima, mais les organisateurs maintiennent leur appel à descendre dans la rue. Et depuis sa cellule de la prison de Casablanca, Yasser Zabzati, l'un des principaux leaders du mouvement, avait appelé les Rifains à manifester leur colère ce 20 juillet. Donc, les autorités en ont décidé autrement. Le rassemblement est interdit par la préfecture, une décision soutenue par les partis de la majorité gouvernementale. Pourtant, le mot d'ordre est encore largement relayé sur les réseaux sociaux, même repris par l'Association marocaine des droits humains. Beaucoup sur place craignent l'affrontement. Le gouverneur de la région avait annoncé le retrait des forces de l'ordre des lieux publics. Elles sont moins visibles, mais toujours présentes, affirme l'un des avocats du Hirak. Le principal mot d'ordre de la marche, c'est la libération des prisonniers du mouvement. Ils sont 176 selon les chiffres officiels, plus de 300 selon le même avocat. À Casablanca, certains auraient décidé d'entamer une grève de la faim. Une information démentie par l'administration pénitentiaire de Casablanca. Alors sur ce bras de fer qui se poursuit entre cette mouvement de contestation et le pouvoir marocain, comment va-t-on en sortir, Jean-Bert? Un mix des deux, non? Envers. Écoute, comment on va s'en sortir? Très très bonne question. On en parlait la dernière fois avec Hanan justement. C'est peut-être justement continuer à essayer d'essayer de contester. Peut-être continuer justement à manifester pour obtenir les droits. Il y a que comme ça que ça se résoudra peut-être. Je pense que c'est nécessaire. C'est dangereux mais nécessaire. Parce que d'autres pays à l'extérieur peuvent se servir de cette instabilité pour déstabiliser le pays. Mais vient un moment où il faut réagir. Jean-Marc, je pense que il n'y a pas que la région du Rif qui subit cette forme d'injustice sociale et de développement économique. Je pense aussi qu'il y a d'autres régions, et je pense que la solution ce serait qu'ils se fédèrent, les différentes régions se fédèrent pour avoir une voix beaucoup plus forte.
parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans le Rif, j'y ai séjourné 7 à 8 jours, et je suis monté jusqu'à Beni-Chikr dans la montagne. J'ai voyé, c'est vrai que c'est quelque chose de terrible, mais même quand on sort de Marrakech aussi, on part plus loin, on se rend compte aussi qu'il y a quand même un certain désarroi social. Et je pense que si le mouvement devient populaire, il y a que ça qui fera bouger. C'est-à-dire que si toutes les régions qui subissent cette forme d'injustice sociale et de développement économique se soulèvent, mais toujours faut que ce soit quand même pacifique, je pense que les consciences vont se réveiller et que ça va bouger. Alors, est-ce que le pouvoir marocain finalement répond aux attentes des manifestants de ce mouvement? On parle quand même, et ça avait été dénoncé d'ailleurs par plusieurs organisations humanitaires ou des organisations aussi des droits de l'homme, c'est l'emprisonnement de ces gens de ce mouvement. Le chiffre est quand même important, plus de 160 selon les autorités, plus de 300 selon le mouvement de contestation. Là il y a un bras de fer quand même qui se poursuit et qui est peut-être légitime quand même. D'un côté, on n'emprisonne pas des gens parce que on se met en colère et on exige des choses de la part d'un pouvoir, en l'occurrence le pouvoir marocain. Est-ce que est-ce que vous comprenez le fait que des gens ne puissent pas être d'accord qu'on puisse enfermer des gens parce qu'ils contestent ou parce qu'ils manifestent? J'ai eu l'occasion de faire pas mal de séjours au Maroc. Je me souviens déjà il y a 20 ans, quand je suis arrivé au Maroc, les gens qui m'ont accueilli m'ont dit t'es les bienvenus, maraba et tout, etc. Ils m'ont super bien accueilli, mais ils m'ont dit surtout tu parles pas de politique. Oui, mais ça c'est il y a 20 ans. Non, je suis retourné il y a encore pas très longtemps, il y a 2 ans, et je suis retourné plusieurs fois. Et c'est toujours la même chose. Les gens, ils vous disent, faut éviter de parler de politique. Donc, à un moment donné, on est quand même sur une certaine forme d'oligarchie ou de dictature, appelez ça comme on veut, parce qu'à un moment, le peuple doit pouvoir s'exprimer de façon libre. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on a un miroir aux alouettes avec le côté touristique où on dit que c'est le pays le plus agréable à vivre au monde. Mais ce pays, c'est le plus agréable à vivre au monde pour ceux qui ont les moyens et qui s'expatrient et qui vont là-bas avec 1000 euros, qui peuvent se prendre des bonnes, des chauffeurs, des trucs et mener une belle vie. Il y a beaucoup de gens qui le font. À un moment donné, il faut la face cachée de l'iceberg. Il va falloir qu'elle se révèle et qu'on en tienne compte. Parce que faut pas se leurrer. On regarde Casablanca, oui, ça s'est vachement développé, c'est vraiment magnifique. Mais quand on part à 60 km, c'est tout autre chose. Oui, c'est les périphéries en fait qui sont tout autre chose. Dénoncer. Et les campagnes. Et tu parlais du Rif, on peut parler donc des montagnes à proximité de Marrakech. Moi, quand j'y avais été il y a 10-15 ans, il n'y avait pas d'électricité, il y a rien. Donc bon, alors c'est vrai qu'il faut admettre quand même, parce que c'est notre devoir aussi d'être juste, c'est que certains Marocains disent que quand même il y a eu un certain changement important depuis que le roi Mohamed VI est au pouvoir. Il a remis quand même à neuf quasiment cette région du nord du Maroc qui avait été complètement délaissée par le roi Hassan II. Donc il y a eu du changement et beaucoup de Marocains ne comprennent pas d'ailleurs ce mouvement de contestation en disant c'est franchement manquer de respect au roi qui a quand même fait beaucoup pour cette région. On va voir ce qu'il en est du côté du Standard avec un appel que l'on intercepte comme ça en direct. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tout le monde, à Jean-Marc, Kamel à l'appareil. Bonsoir Kamel. Bonsoir. Alors, concernant effectivement le Maroc, pour l'avoir traversé apparemment à la même époque que toi, mon cher Christophe, et avoir traversé le Rif, on peut dire qu'effectivement il y a eu une progression et une évolution de la société marocaine, etc. Moi, ce qui m'intrigue, c'est bien évidemment aujourd'hui, ici en France, ce souci à voir les gens se diviser et les communautés du Maghreb se diviser, ce qui est très 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 important et c'est pour lequel il faut lutter. Je crois qu'on a tout intérêt à veiller les uns et les autres à ce que cette unité du Maghreb puisse se faire. Il y a n'importe comment des dénominateurs communs et c'est au nom de ces dénominateurs communs que les choses doivent évoluer. Pardon Kamel, mais là vous faites du hors-sujet, si je peux me permettre. Il n'est pas question de parler d'unité ou de désunion des pays du Maghreb. Là on parle d'un problème spécifique qui intéresse le Maroc, purement et simplement. Oui, mais bon, le Maroc, oui, bien évidemment, mais enfin je suis pas hors-sujet, d'autant plus que je voulais intervenir justement au fait que tout ce qui s'écrit aujourd'hui, pour moi, par rapport, lorsque vous abordez ce sujet du Maroc, moi je fais une introspection
dans notre société, dans la société française. Et tout ce qui est vu aujourd'hui par ce prisme-là me semble important de dire aux uns et aux autres, aux Marocains, aux Maghrébins dans leur ensemble, que nous sommes unis d'une manière ou d'une autre, de par notre appartenance, de par nos patronymes, et tout ce qui servira à nous diviser nuit bien évidemment à la communauté. Et nous sommes les uns et les autres attentifs à ce que les choses puissent évoluer dans le bon sens. C'est très important, Christophe, de le souligner, même si je suis un peu en décalage par rapport au sujet que vous abordez, mais je voulais simplement le signifier parce que c'est très important dans notre société et vous le voyez tous les jours puisque vous en faites l'écho chaque jour concernant cette communauté africano-arabo-berbéro-musulmane qui est la cible de tous les maux. Et c'est très important de réaffirmer qu'il n'y a pas et qu'il n'existera pas de division entre les peuples du Maghreb. Bien au contraire, nous sommes ensemble et nous devons rester ensemble, même si ici et là, il y a quelques sauts d'humeur, il y a ce qui se passe dans le Rif, et moi, pour l'avoir traversé le Rif à peu près à l'époque dont tu parlais tout à l'heure, eh bien, il y a des choses encore qui restent à faire, au même titre qu'il y a des choses à faire aussi en Algérie, du côté de la Kabylie, Kabyle dont je fais partie, dont je suis fier de l'être, et je suis avant tout un Algérien, un Français, un Kabyle, et je suis fier de pouvoir l'exprimer sur cette antenne. Merci Kamel. Comme on dit en kabyle, Telmert. Merci beaucoup. Azulflek, merci beaucoup. Dans un instant, vos appels bien sûr 01 40 33 9000. Il faut craindre, cela dit, des affrontements aujourd'hui. On en reparle dans un instant si tu permets. La pub qui arrive, voilà. C'est quand elle arrive, on peut pas l'empêcher. Voilà, c'est comme ça. Faut te payer. Bah oui, très cher. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 et on va prendre d'ailleurs direction du standard messieurs pour continuer et terminer donc ce sujet pour l'heure sur le Maroc avec un auditeur qui nous écoute parler depuis tout à l'heure, qui partage peut-être pas d'ailleurs ce qu'on dit ou peut-être à moitié. Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors dites-nous un petit peu ce que vous souhaitiez nous dire sur la situation du Maroc. Moi, en tant que Marocain résident en France et qui va très souvent au Maroc, au moins 2-3 fois par année, certes, il y a un peu de pauvreté, mais c'est plus comme avant. Ça a énormément évolué et ça continue à évoluer. Pour ce qui se passe au Rif, par exemple, vous savez, les revendications sociales, les hôpitaux, tout ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci, mais l'État a répondu. L'État leur ont dit, nous allons faire. Ils ont envoyé des ministres, ils ont dit comme quoi ils allaient, les hôpitaux, il y a une cité sportive, il y a tout, il y a plein de projets. Mais ça va pas se faire en 2 semaines. Faut leur laisser le temps. Oui. Là, je sais pas ce qu'ils cherchent en fait. Si je peux dire. Je pense que tout ça, c'est manipulé de l'extérieur. Manipulé de l'extérieur, Jean-Marc. Ce que je peux dire, c'est que bien sûr que c'est ce qu'on a dit, qu'il y a beaucoup de choses qui avancent, mais il y a encore beaucoup de choses à faire parce que on vit aujourd'hui dans une société où le monde est tout petit, c'est-à-dire que n'importe quel Marocain qui se trouve au plus profond du Maroc a la possibilité de voir certaines choses, Internet, de voir les médias, de voir ce qui se passe ailleurs et de revendiquer. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que cette région du Rif a toujours été un petit peu marginalisée. À un moment donné, aujourd'hui c'est une région, quand on parle de cette région, on parle de cette région que pour d'une chose, c'est pour la fameuse l'exploitation du cannabis et tout, etc. Donc bon, attendez, je vais juste vous dire un truc. Vous savez, pour la région du Rif, par exemple, Anador c'est dans le Rif. Oui, c'est le bas, vers la mer. Oui. Marrakech, oui. Anador, c'est dans le Rif. Ben, vous savez, ils vont faire le même truc que Tangemed, c'est-à-dire un grand port, en eau profonde. Bien sûr. Ils vont faire des zones. Vous savez, des zones franches pour les investisseurs, pour qu'ils puissent avoir des usines. Ça va se développer. Vous savez, ça prend du temps tout ça. C'est pas en 2 semaines ou en 3 semaines mais c'est pas. Non, mais en fait, je comprends ce que vous dites, tout à fait. Mais il faut savoir aussi qu'il y a eu un moment donné que cette région a été quand même assez. Il y a pas qu'elle, a été marginalisée pendant un certain temps. Sous Hassan II, il y a eu les trucs, les révoltes dans le Rif, tout ça. Ouais, mais c'est du passé. Mais aujourd'hui, il y a même des filles. Moi, par exemple, je suis originaire de Meknès. Oui, Meknès, oui. Elle bouge pas à la ville. Oui. C'est pas pour ça que qu'on s'en parle. Vous savez, regardez. De toute façon, je vais pas vous faire un cours d'économie.
Par exemple, il y a les villes de Tanger, les villes de Kénitra. C'est des villes qui sont géographiquement bien situées pour l'économie. Frontière de l'Espagne, pour l'océan Oui, Atlantique. et puis qui se développent beaucoup, hein, le port de Tanger et tout, etc. Ils ont mis des priorité infrastructures. au développement aux villes qui vont nous faire développer, qui vont nous faire gagner quelque chose. Après, petit à petit, on va vers les autres. Mais alors, permettez-moi. Vous connaissez géographiquement, Ouais. Ouais. que des montagnes autour. Pour l'instant, ce qui peut se faire pour eux, c'est le tourisme. Mais et vous savez aussi que n'oubliez pas que du côté de Nador, vous avez la frontière espagnole. Ouais, avec Melilla. Voilà, et que les gens voient aussi ce qui se passe de l'autre côté. Alors on va prendre l'avis de Mourad aussi qui est avec nous. Bouge pas, reste avec nous sur France Maghreb 2 parce que le débat c'est bon, ça fait avancer, n'est-ce pas Envers. On accueille Mourad qui est avec nous. Bonsoir Mourad. Bonsoir Bonsoir Christophe, bonsoir Jean-Marc. Alors sur cette contestation donc et sur cette manifestation interdite par le pouvoir marocain et sur cette manifestation qui est quand même maintenue, il y a aussi un point très important qu'on peut aborder, c'est qu'on voit apparaître, c'est ce que me faisait remarquer l'auditeur tout à l'heure, des drapeaux mais qui sont pas les drapeaux marocains. Ouais, j'ai vu ça aussi. Moi je voulais juste réagir par rapport au fait que il y a beaucoup de gens en fait, il y a cette virulence en fait de réaction parce que j'ai le sentiment en fait que les Marocains c'est un petit peu par rapport au printemps arabe, etc. Il y a eu une espèce d'acte manqué. Il y a des réminiscences d'avant Hassan II, etc. Des réminiscences qui couvent encore même la génération d'aujourd'hui entre guillemets. On se dit voilà, on aurait dû faire quelque chose, on l'a pas fait, ceci, cela. Manque de peau, Mohamed VI, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a fait beaucoup de choses pour le pays. Ça, personne peut le nier. Hassan II, etc. De le nier, etc. Comme le disait l'auditeur auparavant, il y a aussi, c'est que le Maroc, il est en devenir de beaucoup de choses. Il y a les infrastructures routières, etc. On l'a évoqué aussi par rapport au Rif. Je veux dire, c'est un relief qui est assez difficile. Les choses ne vont pas se faire en un jour. Mais il y a un autre truc qui est très très important, c'est la corruption. La corruption, c'est un truc, on peut pas y arriver à bout. On peut pas en venir à bout du jour au lendemain. Il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a une espèce d'écosystème qui s'est mis en place depuis X temps, je veux dire des décennies, où il y a des gens qui vivent de ça. On peut pas leur dire non du jour au lendemain, etc. Si on touche à une corde de la guitare, c'est toute la guitare qui pète. Mais le problème, c'est que les unes veillent sur les autres et ainsi de suite. Donc c'est des choses qui vont prendre du temps et qui peuvent pas arriver comme ça du jour au lendemain. Et que les gens qui réagissent comme ça ou qui réagissent... C'est Mourad, c'est ça? Oui, c'est Mourad. Mourad, je suis d'accord avec ce que vous dites, que les choses prennent du temps à se mettre en place. Mais il y a des fois aussi que certains soulèvements, certaines contestations permettent aussi de faire avancer les choses et de bien analyser les choses et de bien prendre en considération les choses. C'est précisément ce que je voulais dire. C'est que, en fait, il y a la notion de lanceur d'alerte. Ça veut dire que tout le monde a un rôle à jouer, mais de façon positive. Et pacifique. Et pacifique. Voilà. Dans l'unité du pays, dans l'intérêt de l'unité du pays. Exactement. Quand on est lanceur d'alerte, on dit attendez les gars, au niveau éthique, ça passe pas. C'est tout. Point. Mais il y a un point quand même qui est très important, c'est quand même qui a été aussi dénoncé par pas mal d'ONG et pas mal d'organisations aussi, c'est quand même le fait qu'on ait mis en prison quand même quelques contestataires. Excuse-moi, les met en prison, ils ont jeté des cailloux les gars là. Ils étaient pas pacifiques, tu vois, c'était des jeteurs de pierre, c'est des gosses. Hein. Donc toi tu comprends qu'on puisse mettre en prison quelqu'un qui jette des cailloux. Pour jeter des pierres. Excuse-moi, en France, non mais je te pose la question. Des pierres pendant une manifestation. Oh, tu ressors tout de suite. Tu sais pourquoi? Tu ressors tout de suite. La région du Rif, comme je t'ai dit, il n'y avait pas de drapeau marocain, il y avait la République du Rif, tout ça. Parce que nous, ça peut aller très très loin. Tu sais, on est au Maghreb, on n'est pas en Europe. Là, on est pro à la déstabilisation. Tu peux pas laisser passer des trucs comme ça. Non mais je suis d'accord sur le principe. Oui, Mourad. Mais de contrôler, de maîtriser ces gens-là, parce qu'en fait, ils apportent un point négatif à la manifestation qui se veut pacifique entre guillemets. Tout ce qui est lanceur de caillasses, casseurs, etc. Quand on les voit à la télé en France, agir en France, on a une certaine couleur qui nous est amenée à nos yeux de ces gens-là, ce qu'ils font. Et là, quand il y a des gens qui viennent qui jettent des caillasses, etc., on leur dit c'est en prison, genre on les a muselés. On muselle le peuple et on l'ostracise. Non, c'est pas le cas. Mais il faut maîtriser ces gens-là. Après la prison à vie, dans un truc, dans le désert, etc. Là, non. Mourad disait quelque chose de très juste. Il disait que la révolte, la lanceur d'alerte, la revendication doit être mesurée. Ça, je suis d'accord. Mais la répression aussi se doit d'être mesurée. Ouais, c'est ça. Voilà. On n'est peut-être pas obligé de mettre les mecs en prison. Déjà, il n'y a pas eu mort d'homme.
à ce que je sache. Ouais, mais la prison, quand même, les manifestations dur. qui se passent à Paris, en Espagne ou peu importe, franchement, elles sont pas plus douces ou pas plus violentes. Hein. Bon. On n'a pas vu, c'était pas le Venezuela, excusez-moi là. Bon, Oui, en tout cas, merci messieurs. On a pu en tout cas avancer. Les Marocains restent un chacun peuple de notre côté. Mais les Marocains est un peuple formidable et pacifique et respectable. Et encore une fois, je tiens ici à rappeler qu'on peut émettre un certain nombre de critiques envers les dirigeants, mais il faut quand même admettre que le roi Mohamed VI, et pour connaître d'ailleurs des gens qui habitent Nador et cette région, eux-mêmes le reconnaissent et disent qu'il a apporté énormément pour le développement de cette région. Notre auditeur citait d'ailleurs l'exemple de Tangemet, qui va être un port absolument extraordinaire et je crois le plus grand d'Afrique d'ailleurs. Et cela dit, on peut aussi dire que beaucoup de gens de cette région qui ne participent pas à cette contestation ne comprennent pas ce mouvement de revendication et vont même jusqu'à dire, on me l'a répété, que le fait de contester de la sorte, c'est manquer de respect au roi qui a fait pour cette région. Mais attention Christophe, je tiens à signaler. Il faut donner toujours bien sûr, les différents chose très importante. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place du côté de Nador et tout, etc. Mais quand vous vous déplacez un peu plus haut dans les montagnes, Bénichiker et tout et compagnie, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de fait. Mais ça va. Et dans le Larzac par rapport à Paris ou dans le Canada. Non mais aujourd'hui les gens qui revendiquent, les gens qui revendiquent aujourd'hui, les gens demandent à ce que au niveau des écoles, au niveau des routes, parce que les routes elles sont déplorables quand même. Il y a que dalle, il y a pas d'hôpitaux, il y a pas de docteurs dans les campagnes en France. Non mais là il y a des habitants là-haut à Bénichiker, il y a du monde qui habite. Je sais pas si vous êtes monté. Je sais pas si vous êtes monté. C'est vrai que je suis pas en train de les défendre, mais je suis en train de dire, il y en a qui revendiquent aussi que plus haut, il y ait quelques infrastructures qui soient mises en place, tout simplement. Bon, merci messieurs en tout cas. Oui. Un dernier petit mot. Hein. Oui, Mourad. Il y a des zones au Maroc où le relief y joue beaucoup. Il y a des choses aussi qu'il y a des Marocains qui vont faire du tourisme dans cette région-là, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Il y a des zones dans le Maroc. Moi, j'ai fait Fès. Martil. Oui, c'est magnifique, Fès. J'ai vu des coins, c'était juste énorme. Magnifique. Et on peut pas aller mettre des infrastructures entre guillemets 2017 là-dedans. C'est pas possible. Voilà. Ouais, à un moment on comprend. Voilà, faut essayer de garder un juste milieu, de savoir si c'est vraiment justifiable, etc. Maintenant, il y a des gens qui vont qui vont manifester, qui vont revendiquer juste pour revendiquer. Et comme tu l'as dit, Christophe, il y a peut-être des choses qui sont peut-être instrumentalisées à droite à gauche. Comme je disais, il y a des réminiscences qui datent pas d'hier, qui reviennent à la surface. Et ça, pareil, ça prendra du temps avant que ça se gomme. En tout cas, merci messieurs pour votre participation, parce que vous avez fait peut-être avancer le débat, avancer de choses. En tout cas, c'est l'essentiel de la discussion. Merci à toi, Christophe. Merci à vous, messieurs. Et vive le Maroc, évidemment, messieurs. Merci beaucoup. Envers, on t'a pas entendu là depuis tout à l'heure. Comment ça se fait que tu restes silencieux? C'est très simple. Moi, j'ai découvert le Maroc en 2014. C'est la première fois que j'y allais. Et c'est vrai que... T'as été où au Maroc? J'ai été à Casablanca, à Marrakech, à Titmelil, à Ourika. Enfin, vraiment magnifique pendant le Ramadan. Franchement, machallah, c'était merveilleux. Et c'est vrai que j'ai découvert des choses. Je pense dans ce sujet-là, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui souffrent. Je l'ai vu. Il y a des gens qui souffrent. Et quand tu souffres, tu peux pas t'attendre à ce que ce soit patient. Après, je comprends bien sûr que les choses vont arriver dans la patience, mais juste un exemple, j'ai vu les marjanes, pour ne pas les citer. Grand commerce. Et les marjanes remplacent les petits commerces, et les petits commerçants justement qui vivaient de leur petite épicerie ou de leur petit magasin, beaucoup se retrouvent au chômage parce que justement maintenant il y a les grandes surfaces qui sont là. Moi, quand je vais à Marjane, j'habite en France et je me mets bien, tu vois. Mais le Marocain, c'est plus difficile. Donc, je comprends que la patience ne soit pas forcément la chose. Après, il faut être patient, mais bon. Alors on va prendre un dernier appel sur ce sujet avant que l'on passe à l'avis tranché de notre ami Jean-Marc Zébélus et avant qu'on parle aussi d'une interdiction. Là on est en France à la demande de quelques associations, celle d'interdire de fumer sur les plages françaises. Allô, bonsoir Aïcha. Oui, bonsoir Christophe, ça va, vous allez bien? Formidable Aïcha, on vous écoute. Alors moi je veux juste donner mon avis, je suis marocaine donc je vais donner mon avis sur mon pays d'origine. Oui. Donc moi je viens de rentrer, j'ai passé presque 3 mois là-bas, entre la ville et la campagne bien sûr, je suis berbère du sud de Maroc.
C'est vrai que le Maroc a beaucoup changé au niveau route, au niveau beaucoup de confort, un peu partout. Même au niveau de travail, c'est-à-dire pour les jeunes. Moi, je connais le Maroc d'avant et le Maroc d'aujourd'hui. Je suis arrivée en France, j'avais 23 ans. Oui. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Machallah. Donc, le Maroc, je le connais très très bien. Oui. Je suis une fille de bled, vraiment. C'est différent, Aïcha? Différent, beaucoup même. Je suis très contente pour mon pays et pour mon roi. Mais je fréquente beaucoup le peuple, là. Je circule beaucoup. Donc, moi, je dis mon avis, que ce que j'ai toujours dit aux Marocains là-bas, c'est que le problème, il est dans le peuple. Peut-être il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord. Pourquoi dans le peuple? Expliquez-vous. Le peuple, il n'a pas évolué. Madame, on ne peut pas dire ça. Tout, hein. Pas tout le peuple, mais moi, je donne une note. 80%, ils sont toujours restés. Malheureusement, je le dis toujours, je le vois sur la route, en traversant la route, en font la queue dans les libéraux. Et c'est le peuple avec le peuple. C'est pas le roi, c'est pas l'État. C'est nous. Mais madame, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par le peuple n'a pas évolué? C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit comme le peuple de France? C'est-à-dire, moi, je suis allée dans le sud, dans le bled, il n'y a que la terre et le ciel. C'est-à-dire les gens à la campagne, les jeunes, je parle toujours les jeunes parce qu'aujourd'hui c'est notre génération. J'ai construit une petite maison vieille à mon père, voilà. Donc je cherche par exemple les jeunes pour venir travailler et que je les paye vraiment bien comme il faut. Mais c'est pareil en France, madame. Payer là-bas sur place. Mais c'est pareil en France. Oui, voilà, justement. Donc le sens de l'évolution, Maroc, je la comprends vraiment, pas. J'ai même pas besoin de dire je vais aller en Europe pour le confort. Mais moi, je fréquente beaucoup le peuple. J'aime beaucoup vivre avec les gens simples. Merci Aïcha pour votre... malheureusement, excusez-moi de vous couper, le problème, il est en nous. On n'a pas évolué malgré la technologie. Il est arrivé, ils ont tous le dernier télé. Pourquoi vous n'avez pas évolué? Je comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas évolué? Ils veulent prendre de l'argent gratuit. Mais non, madame. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Il y a beaucoup de qouel, comme on dit en arabe. Mais je suis pas d'accord avec ce que vous dites, madame. Il y a des avantages, il y a des inconvénients partout. Maintenant, chacun, on a. Non, mais moi, j'ai dit déjà, je dis pas tout. Hein. Moi, on a des modèles dans notre tête, on a des idéologies dans notre tête, mais ils peuvent pas être reproduits partout. Et je vais pas dire des choses qui sont pas vraiment vraies. Parce que moi, c'est votre point de vue, mais le peuple, il m'énerve parce qu'ils sont tous devenus des voyous. Madame, non, on peut pas insulter un peuple comme ça, c'est pas possible. Non, madame, on peut pas. Vous pouvez pas insulter un peuple. Bon, merci. Vous pouvez pas insulter un peuple, je suis désolé. Elle insulte pas un peuple, elle est en train de dire. Elle dit c'est tous des voyous. Attends. Ouais, enfin tous ceux qu'elle a rencontrés encore. Mais non, mais faut arrêter, faut dire. Non, mais ça c'est faire de la généralité gratuite. Non, voilà. Mais faut pas. Je veux dire, je suis désolé. Je veux dire que. Bah écoute, moi on a un modèle social dans notre tête. Et quand on part ailleurs, on a l'impression que là où on est était toujours meilleur. Oui. Et faut ramener les choses dans leur contexte. Et faut tenir compte de la culture des gens, de la façon des us et des coutumes des gens. Et c'est à nous qui allons là-bas à s'adapter et ne pas vouloir faire de là-bas ce qu'on a chez nous ou là où on vit. Bah écoute, c'est comme aussi des gens qui vont te dire en Algérie, il y en a qui vont te dire oui, il y a rien, machin, c'est des bidonvilles, et d'autres personnes qui vont te dire c'est pas vrai. Le pouvoir fait tout en sorte d'ailleurs pour donner des logements, des attributions de logements. Les Algériens, les gens ne veulent pas aller travailler. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont des Algériens eux-mêmes. Ouais, ils disent des porteurs de biens, mais c'est pas tous les jeunes. Il y a des jeunes qui sont magnifiques. Voilà, il y a aussi peut-être un problème de mentalité. Peut-être. On pose la question. On peut pas dire qu'un pays est détentrice d'une mentalité spécifique. Donc on est le fruit, le produit de sa région. On vit toujours sous nos influences socio-éducatives et culturelles. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, partout, vous irez n'importe où, vous aurez toujours, à un moment donné, les mêmes problèmes que vous avez ailleurs. Ouais. La corruption existe en France. Oui, bien sûr. Faut arrêter. La violence policière existe en France. Oui, on l'a vu hier, ouais. On l'a vu déjà. Donc, des problèmes, il y en a partout. Nous sommes des êtres humains. Et nos problèmes, c'est nous qui les créons, bien souvent.
Allez, jingle pour la vie tranchée de Jean-Marc Zébélus. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Jean-Marc Zébélus pour son avis tranché en ce jeudi. La misère sociale. Aujourd'hui, un Français sur 5, voire 7, vit sous le seuil de pauvreté. Plus de 150 000 personnes, au minimum, au bas mot, sont privées de logement en France. Entre abris de fortune, tentes, matelas sur les trottoirs, cette situation est pourtant devenue habituelle dans les grandes villes. L'urgence est pourtant leur insertion. Une situation qui touche les jeunes en manque d'emploi, les familles, mais les actifs dont les moyens insuffisants ne leur permettent pas de vivre dans un logement. En 10 ans, 1,2 million de personnes ont vu leur revenu descendre sous ce niveau, selon les dernières études de l'INSEE. Mais c'est quoi cette notion ? Plus d'1 million de personnes ont basculé sous le seuil de pauvreté en 10 ans dans notre pays. 3 millions d'enfants sous le seuil de pauvreté en France. Soit 1 sur 5, dont 440 000 au minimum, ont basculé dans cette catégorie depuis 2008. Jusqu'au début des années 2000, l'INSEE privilégiait un taux à 50% du revenu médian. Le revenu médian qui est une base de référence. Mais depuis, l'Institut a suivi Eurostat. L'organisme européen des statistiques s'est décalé sur les 60% de ses voisins européens, tout en publiant toujours les statistiques au niveau des 50%. Le revenu médian, c'est celui qui partage la population en deux. Une moitié gagne plus, l'autre moins. En 2014, ce revenu médian s'établissait à 1 679 € mensuels pour une personne seule. Ce qui veut dire 1 800 €, quand le SMIC s'élève à 1 150 €. L'INSEE indique qu'en 2014, les 5 à 8,77 millions de personnes, selon le taux qui vivaient en dessous de seuil de pauvreté, touchaient donc moins de 840 € ou de 1 800 € par mois. Quand le SMIC s'élève à 1 150 € par mois, à peine plus. Il fait remonter à 1996 pour retrouver un pourcentage de plus de 14% de la population sous le seuil de pauvreté. 8% si l'on choisit le seuil de 50% des revenus médians. Autrement dit, peu importe que l'on choisisse comme indicateur 50 ou 60, l'Observatoire des inégalités calcule aussi sur la base de 40%. Le constat est le même. La proportion du nombre de personnes sur le seuil de pauvreté augmente en France. Le chiffre de 30 000 enfants SDF souvent cités est extrait en fait d'un portrait de la France publié en 2014 par l'UNICEF. L'UNICEF également a recours à d'autres études et enquêtes et divers organismes pour détailler la précarité et les difficultés d'accès au logement, à l'école ou aux soins. Le chiffre de 3 millions de mineurs sous le seuil de pauvreté que donne l'UNICEF est une source d'Eurostat. Envers de Santos pour la réaction de la vie tranchée de Zébélus. Écoute, la réaction elle est très simple, c'est que la précarité est causée par les gens qui nous dirigent. Et quand je dis par les gens qui nous dirigent, ça va pas forcément être l'État, notre président de la République, etc. C'est, comme a dit un président à une époque, le monde de la finance, comme il disait, c'est le monde de la finance qui est notre ennemi. Et plus tu feras en sorte d'enrichir les plus riches en mettant de côté justement la réalité sociale qui est que chacun doit pouvoir vivre avec quelque chose sans pourtant parler de communisme ou je ne sais quelle théorie marxiste ou autre, c'est qu'à un moment donné les gens ont le droit de pouvoir se nourrir, de se soigner, de s'éduquer et autres. Sauf que aujourd'hui la mentalité n'est pas comme ça. Elle est pas comme ça et c'est à ça qu'est due la précarité. Et je partage totalement justement l'avis tranché de Jean-Marc. À un moment donné, il faudrait que les gens réagissent et peut-être qu'ils, je ne sais pas, qu'ils manifestent vraiment ensemble et pas chacun de leur côté, les ouvriers ici, les gendarmes ici, etc. Peut-être tous ensemble pour essayer de changer les choses. Il n'est pas normal qu'à 18-19 ans, t'aies un gamin qui soit SDF. On fait tous des erreurs. Sauf qu'à une époque, ces erreurs ne coûtaient pas justement ton toit ou ne coûtaient pas la santé, etc. Aujourd'hui, tu fais une erreur, tu te retrouves dans la rue et tu as très peu de choses ou tu fais pas forcément une erreur. Exactement. Tu te retrouves au chômage ou t'as pas fait d'erreur pour des licenciements économiques ou quoi que ce soit. Et
En fait, il y a Père Bourdieu qui est très bien, qui excelle dans ce domaine, qui faisait la distinction entre la misère de situation et la misère de position. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. La misère de position peut être due aussi aux maladies, à diverses souffrances différentes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Demain matin, vous êtes marié, vous avez acheté une maison à crédit ou autre, et vous vous séparez de votre femme, elle a les enfants, elle a tout, vous êtes obligé de lui laisser la maison. Alors vous aurez une pension à payer, vous aurez un loyer à payer, et vous aurez vos charges à vous à payer. Donc, et en plus de la pension, l'entretien de vos enfants tout de même, parce qu'il ne faut pas s'arrêter une pension alimentaire, là, vous rentrez dans une grande précarité également. Le j'aime ou j'aime pas tout de suite sur France Maghreb 2, ça fait un petit moment là. Alors j'aime ou j'aime pas, tiens, TF1 qui a obtenu, vous le savez, l'autorisation de pouvoir diffuser de la publicité dans leurs journaux de 13h et 20h. Et bien finalement, après avoir obtenu cette autorisation, TF1 réfléchit à le faire par peur de perdre des téléspectateurs. J'aime ou pas d'abord cette décision de mettre de la pub dans les journaux de 13h? J'aime pas, et puis ça peut me remettre en question juridiquement. Oui, après le CSA a donné son accord quand même. Non, mais les tribunaux peuvent être saisis justement parce que le CSA ne fait que donner un accord. Hein. Elle ne fait que donner un avis, mais ça peut être remis en question. Donc envers, j'aime ou j'aime pas ce... Je n'aime pas. Les consommateurs malheureusement sont victimes de tout simplement, voilà, ils sont otages, ils sont victimes d'une société qui les pousse à consommer de l'information médiocre et en plus des produits qui ne feront que les détruire. Tiens, alors notre info télé, France 3 qui annonce qu'elle cessera la diffusion de la séance de questions au gouvernement après 35 ans de diffusion quand même. Hein. C'est un petit peu dommage. Bon, vous me direz qu'il y a la chaîne LCP. Oui. Mais bon, c'est un petit peu dommage. C'est toujours porteur d'informations. Oui, mais peut-être que ça marchait pas non plus, hein, audience. Ouais, mais alors c'est pourquoi? C'est dans un intérêt national. Ou c'est que le pognon, rien que le pognon, comme il disait si bien, envers. Non, mais donc vous contribuez justement à la misère sociale, monsieur Fro. Oui. Ça marche pas, on jette. Hein, ça rapporte pas de sous. Ah, c'est sûr que c'est pas sur TF1 ou M6 qu'on va diffuser la séance de questions gouvernement, tellement on s'endort. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le j'aime ou j'aime pas? Tiens, canicule. Des climatologues prévoient des épisodes de forte chaleur de plus en plus longues. On a pu le voir quand même depuis un petit moment. J'aime pas parce qu'on a toujours des écoles contraires qui disent que c'est cyclique, que c'est pas prévisible, et tout, etc., etc. Bon. Affaire Karachi, messieurs, François Léotard, alors ministre de la Défense, mis en examen. Après une vingtaine d'années, c'est ça? C'est un peu tard. Ouais. Après une vingtaine d'années. Oui, bien sûr. Mais j'aime pas parce qu'il n'est pas seul. Oui. Balladur l'a été aussi, hein. Balladur, Sarkozy, etc. Soupçon d'emploi fictif au Parlement européen, Mélenchon visé par une enquête. Alors, on aime, on n'aime pas. Je peux pas dire que j'aime. Pour l'instant, il est présumé innocent et que justice vas-y, soit faite. lâche-toi, je sais que t'as envie, vas-y. Non, mais sincèrement, il n'y a pas que lui. Il y a 60% des députés apparemment qui baignent dans ce truc. Alors, la limite entre la légalité, la frontière est très limite entre les deux. Donc, c'était des pratiques qui ont outrepassé la loi. Maintenant, que justice soit faite, c'est tout. Voilà, s'il y a suspicion, voilà, on aime parce qu'il y a une enquête, mais on aime d'autant plus si ça peut prouver que justement, il ne l'a jamais fait. Et puis tiens, alors c'est pas soumis au j'aime ou j'aime pas, c'est une petite histoire qui est malheureusement vraie. Ça se passe, c'est un chrétien israélien qui est soupçonné d'avoir tué sa fille parce qu'elle voulait se convertir par amour à l'islam. Par rapport à son petit ami. Oui. Parce qu'elle aimait quelqu'un. Et par preuve d'amour, elle voulait se convertir à l'islam. Bon, et donc le père. Le pire, c'est bon. On mérite pas la mort pour ça ou pour autre chose. Voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2. Dans un instant, allez, coup de cœur. Mais avant toute chose aussi, la question je vous la pose. Est-ce que vous êtes pour ou contre une interdiction de fumer sur les plages? Parce que des associations demandent en effet l'interdiction de fumer sur les plages. Et moi, ça m'agace.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Avant de retrouver les coups de cœur dans un instant de Jean-Marc Zébélus et de Amber de Santos, en effet, on peut s'apercevoir en lisant la presse de ce matin que des associations demandent en effet l'interdiction sur les plages. L'interdiction de quoi? Non pas de se baigner, heureusement, non pas d'étaler sa serviette non plus, mais de fumer pour ceux qui sont fumeurs et qui ont ce défaut. Oui, c'est un défaut. Eh bien, bientôt, les associations voudraient qu'on interdise le fait de fumer sur la plage. Et moi, j'en ai ras-le-bol dans ce pays qu'à chaque fois qu'on a une association ou un lobby qui s'exprime, on procède à demande tout de suite à des interdictions. Je suis également pour à ce que les mégots on les jette pas non plus dans le sable parce que c'est absolument dégueulasse et que ça pollue. Mais pourquoi interdire quelqu'un qui est tranquillement installé sur sa serviette et qui est pas à proximité de monde, donc de pouvoir fumer une cigarette parce que c'est son vice. Voilà, moi je suis vraiment outré d'entendre ce genre de choses. Ouais, mais attends. Il est installé sur sa serviette. Oui. Hein? On sait très bien que les plages sont bondées en été. Ça dépend où tu vas, mon ami. Les plages sont en principe si tu vas en bondées. Méditerranée, oui, mais en océan Atlantique, non. Non, tu vas à Deauville, tu vas partout, les plages sont prises d'assaut. À un moment donné, faut arrêter. Plages, t'es fou, quoi. Donc, moi, je dis que il y a du bon dans cette interdiction parce qu'on a une concentration d'individus, il y a des enfants, il y a tout, et fumer à proximité des gens, ça peut être très dérangeant. Dehors, on n'est pas à l'intérieur. Je suis fumeur, moi. Ouais. D'accord. Ouais. Et moi, je dis qu'il n'y a pas que du mauvais dans cette décision. Voilà. Écoute, moi, je pense que le sujet est ailleurs, en fait. Ouais. Il est où? Là, comme tu le dis, on parle d'interdiction. Voilà, on va interdire sur la plage aux fumeurs de fumer. On va augmenter le tabac jusqu'à mettre 10 € le paquet et patati et patata. C'est peut-être justement dans le principe éducatif faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient pas en addiction par rapport au tabac qu'il faudrait. Mais est-ce que ça intéresse l'État que les gens arrêtent de fumer? Je pense pas. Je pense pas que ça intéresse l'État. Non. Et après, je pense, moi personnellement, je suis pour cette interdiction du côté, les mégots, tout ça, mais je suis contre dans la mesure où, tu fumes. Tu fumes, t'es dans un endroit, tu fais attention. Pourquoi on vient de prendre la tête? Mais tu vois, je comprends les deux avis. Je comprends sincèrement, et je pense que cette question en fait n'a pas lieu d'être parce que le problème n'est pas là. Il n'est pas de savoir si on doit interdire ou pas, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'interdictions qui n'ont aucun sens. Ouais. Et le problème, il est de faire en sorte que les gens ne fument pas, tout simplement. C'est une drogue, le tabac. Oui, c'est drogue. Donc après, c'est peut-être trouver une solution pour qu'un gamin de 12 ans ou 13-14 ans soit pas la clope à la bouche et 10 ans après soit pareil. Tu connais comment ça se passe. On peut pas faire une interdiction taillée sur mesure disant à proximité de gens, tatati, tatata, les mégots, machin, nani, non. La loi, en fait, elle est faite. Est-ce qu'on peut faire confiance un peu à l'humain, 5 minutes? On lui a tellement fait confiance qu'à un moment donné, moi je suis fumeur et je suis toujours conscient des gens qui m'entourent. Et c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vous disent je suis dans un lieu public, je fume. Si t'es gêné, t'as qu'à t'en aller. On entend souvent ça. C'est à toi de t'écarter, c'est pas moi. Ouais. Et c'est là où je suis fumeur. Mais moi j'ai été fumeur. Mais justement dans l'idée, tu mets cette interdiction. Parlons d'une autre interdiction à ce moment-là, mais toujours dans ce cadre de la plage, etc. T'as la pollution, les gobelets en plastique, etc. Ouais. Est-ce que ce serait pas plus intéressant justement de prévenir ce genre de problème-là que de mettre une interdiction autour du tabac? Il y a des interdictions de mettre les choses sur la plage. Et si tu regardes bien, malgré l'interdiction, c'est pas appliqué. Voilà. Bien sûr, mais quand même, ça sert à rien. Ça y fait. Non, mais ça y fait quand même. Ça y fait. Donc on a les plages, Ah oui, elle est belle la Méditerranée. On a les plages. On parle de plages là. Oui, les plages de la Méditerranée. On parle pas de l'océan, mais on change pas les choses. Elles sont belles les plages de la Méditerranée. On a quand même un petit effort de fait. C'est pas parfait. Vous avez par exemple par rapport aux chiens sur les plages, ou certaines plages à Deauville et tout et compagnie, et bien d'autres, où c'est interdit qu'il y ait des chiens à certaines heures. Je suis désolé, mais plus d'une fois, on se retrouve avec des crottes de chiens sur la plage. Ouais. Donc, une crotte de chien, c'est beaucoup plus emmerdant qu'une cigarette. Tu peux aller super loin. L'été, justement, c'est propice à ton petit barbecue, ton moment sympathique sur la plage. Et il y en a certains. Mais la fumée, elle peut gêner des gens, le barbecue. Comme l'alcool. Les gens alcoolisés qui arrivent sur la plage. Ça aussi, ça doit être interdit. Celui qui boit une bière sur la plage, on l'interdit aussi. Voilà, tu mets de plus en plus d'interdictions, donc. On l'interdit ou pas? J'ai pas compris. Celui qui boit une bière sur la plage, tu l'interdis? Mais quel est le rapport? N'essaie pas de sortir du propos. Non, je sors pas du problème parce que je vous montre l'absurdité. On va partir au monokini, on va partir à tout là. L'absurdité.
Je vous montre l'absurdité de ces débats. Finalement. Non, il n'y a pas absurde. d'absurdité. L'absurdité, monsieur Fro, c'est d'être trop Moi, je pense qu'il réfractaire. faut passer par l'éducation. Je pense qu'il Oui, faut je suis passer d'accord, par la Antoine, prévention, c'est une chose. L'éducation. Je suis d'accord avec Anvers. Et il faut aussi Tu peux pas être l'interdiction. d'accord, tu dis le contraire. Non, tu peux pas je être dis d'accord. je suis d'accord avec l'interdiction et je suis Mais non, d'accord tu qu'il y ait es un pour travail. l'interdiction. L'un n'empêche pas l'autre. Je suis aussi qu'il y ait pour un travail de sensibilisation Ouais. concernant Bon. le tabac. Bah dites-nous votre avis qui m'intéresse bien sûr sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. J'en ai ras le bas, on peut pas faire ce qu'on veut Fumeur. dans ce pays. Oui, je suis fumeur. Oui, j'emmerde personne. Moi, je Ayatollah suis sur de ma plage. fumeur. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'attends, les plages en Méditerranée, effectivement, c'est des plages bondées, c'est des toutes petites plages. Par contre, tu vas dans l'océan Atlantique et notamment un très bel endroit que je conseille à tout le monde, c'est le bassin d'Arcachon. T'as des très belles et Il y a du grandes monde plages. là-bas. T'as du En monde, été, mais c'est t'es bondé. pas serré, tu vois, serviette contre Non, serviette. non, c'est bondé quand même, Arcachon. Hein. Mais t'es fou, quoi. J'y ai passé toute mon enfance. Je Ah connais. ouais, mais là, vas-y, là. Là-bas, maintenant. oui, Vas-y mais maintenant. j'y Tu étais sais ce qu'ils ont l'année fait? Tu sais ce qu'ils font? Là maintenant, ils interdisent de plus en plus d'accès justement pour préserver Le site. le biotope, voilà, Ouais. justement. D'ailleurs, la dune du Pilat qui a encore monté d'un cran, elle a pris pratiquement 1m30 là. Elle est plus haute de 1m30. Bon, et puis bon, tu te la racontes un peu, nous dire Non, que t'étais à alors, Arcachon, t'étais dans le Loiret, là, dans les champs, et tu veux nous la raconter. Bon, allez, hein? passons maintenant au coup de cœur. Voilà, quand il a plus rien à dire, tout de suite il attaque de manière gratuite. Les coups de cœur de Jean-Marc Zébellus et de Anvers dos Santos. France Maghreb 2, le coup de cœur. Allez Anvers, ton coup de cœur. Écoute, mon coup de cœur se porte sur un jeune athlète qui s'appelle Rafik Arabat, qui est champion d'haltérophilie, qui a été champion de France à plusieurs reprises, qui a été 3e au dernier championnat du monde en Hongrie, si je ne me trompe pas. Même pas, c'était à Dubaï, si je me trompe pas. Et il a été 3e en Hongrie, au championnat d'Europe. Et voilà, le garçon, il a un parcours formidable. Il a un parcours formidable. Je vous invite à aller voir sa page Facebook parce que justement, avec très peu de moyens d'entraînement, il essaye d'arriver au mieux à chaque fois, au top justement dans les compétitions. Il y a les soucis médicaux liés à son handicap qui font qu'il y a beaucoup plus de difficultés. Après, c'est également, il doit vivre comme n'importe qui, se nourrir, avoir un taf, etc. Et là encore, il y a des difficultés. Mais voilà, moi je lui tire mon chapeau à Rafik Arabat parce que voilà, sa famille le soutient et lui en tant que sportif, il a des vraies valeurs. Et ce que je trouve dommage, après c'est pas un coup de gueule dans le coup de cœur, mais ce que je trouve dommage, c'est justement qu'on parle des athlètes paralympiques, en tout cas des athlètes handisport uniquement pendant les Jeux paralympiques. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que là encore, il faut du buzz ou autre. Donc chapeau bas à Rafik Arabat parce que justement, c'est un très grand sportif de très haut niveau. Et voilà, le type, moi, il me scie. Franchement, il me scie. Après, c'est vrai qu'il a des bras super musclés qui me fait peur. Mais franchement, non, bravo Rafik Arabat. Jean-Marc Zébellus. Je trouve que c'est un très très beau coup de cœur. Mais je t'ai pas demandé la réaction, je te demande ton coup de cœur en fait. Mon coup de cœur, mais oui. je peux non, dire que c'est un très beau coup de cœur, ouais. etc. Il y a quand même 1 minute pour rendre hommage à ce grand athlète, monsieur Fro, si vous permettez. Et puis nous ne sommes pas en dictature. Non, mais l'heure c'est l'heure, mon vieux. Après c'est moi qui peux engueuler, c'est pas toi. Dictateur, là. Ouais. Alors mon coup de cœur va porter sur les personnes porteuses du VIH ou d'une hépatite qui pourront désormais bénéficier de soins funéraires. Alors les soins funéraires pour les personnes porteuses du VIH ou d'une hépatite ont été autorisés jeudi par le ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le ministre de la Santé Agnès Buzyn a signé ce jeudi 20 juillet l'arrêté autorisant les soins funéraires pour les personnes porteuses du VIH ou d'une hépatite. Ce qui a été révélé par la chaîne France Info. La levée prendra effet à compter du 1er Parce janvier que c'était pas le cas avant 2018, non. Depuis 1986, les personnes qui sont porteuses du virus du sida ou d'une hépatite ne pouvant pas bénéficier des soins funéraires de conservation. Donc, ils peuvent se retrouver en décomposition. C'est absolument dégueulasse. Un collectif de 6 associations de lutte contre le sida et des maladies infectieuses avait appelé en mai le président Emmanuel Macron, tout juste élu, à lever l'interdiction des soins funéraires pour les personnes séropositives, notamment une discrimination gravée dans le droit français qui durait depuis 31 ans, selon les communiqués, une interdiction
qui empêchait le processus du deuil, les soins funéraires pour les personnes décédées du VIH, mais aussi de la rage ou de certaines hépatites virales sont interdites depuis 1986 en France, notamment à cause du discours associant encore et toujours séropositivité et dangerosité au risque de contamination du thanatopracteur, la personne qui prodigue les soins funéraires. Ouais. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Marc. Ouais, tu nous as appris un truc là aujourd'hui, bien. Bon, eh bien merci messieurs. Merci. Envers, bonnes vacances. Bonnes vacances. Et puis Jean-Marc, à la semaine prochaine. Merci à tous les auditeurs de votre écoute. Et puis Monsieur Fro aussi, je souhaite aussi une très bonne fin de journée qui n'a pas été très agréable. Et Envers, je te souhaite de très bonnes vacances. Et ce fut un plaisir de partager cette émission avec toi. Pourquoi pas très agréable, Zébélus? Qu'est-ce qu'il y a? Nous réglerons ça en antenne. Ça va saigner. Et puis tiens, j'en profite pour saluer mon confrère Abdelkrim Rani qui quitte l'émission qu'il animait chez nos confrères de Beurre FM. Pour lui souhaiter bonne chance et bonne route, Abdelkrim. Bon courage. Voilà, bon courage bonne à chance toi. Et bonne route. C'était c'est un professionnel et un monsieur de la radio, donc à très vite, peut-être sur d'autres ondes et peut-être que nos chemins vont se croiser, qui sait. Allez, dans un instant la suite du Grand Forum et demain le Marseillais Mourad Goual sera avec nous et le Parisien Tarek Mami, ce qui nous promet un combat de coq. Bon début de soirée à vous, il est 18h02, le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Le MoDem dans la tourmente. Le parquet a ouvert hier une information judiciaire contre X pour abus de confiance, recel d'abus de confiance et escroquerie. Aujourd'hui, le parquet de Paris a annoncé que des juges d'instruction enquêteraient désormais sur les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur un certain nombre d'assistants parlementaires européens du parti centriste. Les députés ont voté cette nuit en commission l'obligation de casier vierge pour les ministres, un vote allant à l'encontre de l'avis de la rapporteuse République En Marche. Cet amendement est inclus dans le projet de loi organique de moralisation de la vie publique. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu sur la base aérienne d'Istres aujourd'hui, moins de 24 heures après la démission du chef d'état-major Pierre de Villiers. Le chef de l'État s'est adressé aux militaires pour les rassurer et réaffirmer la stratégie budgétaire du gouvernement. Il a réitéré son engagement de porter le budget de la défense à 34 milliards d'euros en 2018. C'est 1,5 milliard de plus que celui porté en 2016. Bercy appelle à la levée du blocage du site Renault de Villeroy par les salariés de GMS. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, et Benjamin Griveaux, secrétaire d'État, réitèrent leur appel à la responsabilité des organisations syndicales afin que Renault puisse faire fonctionner son site normalement. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a indiqué qu'il quitterait son poste en juillet 2018 comme prévu et la campagne pour sa succession débutera en janvier 2018. Le nombre de morts liés au virus du sida a baissé de moitié en 10 ans. En 2016, 1,8 million de nouvelles infections par le VIH ont encore eu lieu dans le monde. Le Tour de France, en ce moment, 169 coureurs à l'assaut de la 18e étape et du col de l'Izoard, dernière étape alpine sur le Tour de France. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.